Et un avortement, quand on l'a fait dans les conditions désagréables, on peut arriver à soit un décès, soit à des séquelles qui peuvent être immédiates ou qui peuvent être lointaines, notamment des cas de stérilité. Et tout cela peut arriver à compromettre la qualité de la vie lorsqu'on est dans une vie future de couple par la stérilité. Donc vous comprenez que cet intérêt-là fait que nous puissions nous intéresser à ça et pouvoir accompagner le jeune à bien maîtriser les questions de sexualité. Et tout ça pour éviter les conséquences qui peuvent subvenir lorsqu'on devient adulte, lorsqu'on embrasse une vie conjugale. Les conséquences, il faut le voir maintenant, immédiatement et après. Une jeune fille ou un jeune garçon qui entre dans la vie sexuelle, c'est-à-dire c'est autour de 13-14 ans, si jamais il n'est pas préparé à embrasser ce genre de choses, les conséquences peuvent vite arriver. Et pendant ce temps, une grossesse, chez une fille de 14 ans, il y a un risque majeur d'un accouchement laborieux et surtout d'un risque de décès. Parce que les statistiques ont montré que quand on a une grossesse avant 15 ans, un accouchement, on a 5 fois plus de chances d'en mourir. Et entre 15 et 18 ans, c'est 2 fois plus de chances d'en mourir. Donc, c'est déjà à ce moment-là qu'il faut voir les conséquences. Et en plus de ça, c'est la scolarité qui est arrêtée. Or, vous savez, une fille ou un garçon qui n'est pas éduqué, ça a des conséquences sur le développement et même sur le comportement et même sur la vie de la nation. Professeur Donc, les conséquences, Gabriel, on est aussi là-bas. Professeur Gabriel Ntsakala, vous parlez de l'âge, 12-13 ans. C'est tôt. Qu'est-ce qui justifie au fait cette entrée précoce de la sexualité dans la jeunesse actuellement? En fait, quand on parle de la sexualité précoce, il faut bien qu'on comprenne ça. On peut bien le situer dans le temps. En fait, la sexualité, d'une manière générale, a toujours été précoce chez le jeune. Ce sont les périodes où la manière où les choses ont été abordées qui diffèrent. Par exemple, il y a quelques années, avec nos parents et tout ça, les hommes ou les femmes commençaient aussi la sexualité autour de 12, 13, 14 ans. Nos mamans ont été mariées à 14 ans. La différence, c'est que simplement en cette période-là, c'était une sexualité qui est gérée dans les cadres de mariage ou de cadre conjugal. Dès que la femme commençait à pousser ses seins et à entrer dans la puberté, on lui trouvait déjà un homme. Et cela s'est passé dans le cadre d'une vie conjugale. Précoce, mais conjugale, et aussi, je dirais, modérée. Et aussi, les femmes étaient beaucoup plus, je dirais, avec un seul partenaire. Et les hommes pouvaient en avoir plusieurs. Et puis, elles étaient encadrées à l'époque. Oui, à l'époque. Par contre, chez nous, c'est toujours la même précocité, mais avec d'autres caractéristiques. Précoce, une activité sexuelle intense, précoce, multipartenaire, et se faisant dans un cadre hors mariage et pour des raisons diverses, notamment certaines raisons économiques ou certaines raisons de plaisir ou autres. Donc c'est ça la différence aujourd'hui. Et donc face à cette précocité, il faut anticiper. Parce que les conséquences, comme je l'ai dit, c'est sur le plan de la santé publique, c'est sur le plan du développement économique, et puis sur les autres plans aussi, notamment sociaux, culturels ou sociaux, familiales. Professeur Gabriel Ntsakala, puisqu'on parle des jeunes, est-ce que la sexualité peut être un atout pour la jeunesse aujourd'hui? Comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas éliminer les questions de sexualité à les jeunes. Ça fait partie de la vie. De la vie de la jeune, c'est des étapes de la vie. Le Créateur en a fait ainsi. En fait, on est avec ces pulsions, mais les pulsions dorment. Vous comprenez? Et donc, c'est à partir de 11-12 ans, avec l'influence de ce que nous appelons les hormones, que finalement les aspects de sexualité se réveillent. Et lorsque ça se réveille, c'est là où maintenant il faut un encadrement pour accompagner le jeune à soit se maîtriser, soit alors à bien amorcer les questions de sexualité. Donc c'est à ce niveau-là que se trouve le problème. Donc un atout, oui, dans le cadre d'une vue conjugale future, ok, mais il faut savoir que les rapports sexuels, puisque de ce dont on parle, ont des conséquences majeures quand ils ne sont pas bien gérés. La grossesse, je l'ai dit, les IST, le VIH, apparemment banal, mais les conséquences sont tout à fait sociales et culturelles. Quand on a une grossesse qu'on n'a pas désirée, on arrête la scolarité, je l'ai dit, mais si on n'a pas la chance de revenir après l'école, donc on est parti pour le marché, et en allant vendre au marché,
la qualité de la vie ou peut-être certaines choses aussi vont demander qu'on puisse continuer à se prendre en charge. Il faut nourrir un enfant qui n'a pas demandé de venir et quand on n'a pas suffisamment les moyens, on va chercher comment survivre avec l'enfant. On risque d'attraper une deuxième grossesse dans ces conditions-là et partir pour la vie. On a parlé des jeunes, de l'âge qui est trop bas, des jeunes qui embrassent précocement la sexualité, mais le problème est un problème de société, est un problème de santé publique parce que nous le vivons dans notre communauté. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir réduire ou renverser la tendance ? Il y a plusieurs choses en rapport avec ça. D'abord, je dois par exemple dire que pour donner beaucoup plus de détails, plus de 80% des infections à VIH/SIDA en RDC, c'est par la voie sexuelle. Environ 20% de jeunes filles avant 15 ans ont déjà porté une grossesse ou déjà un enfant. Et à peine moins d'1%, 0,7% des filles à Kinshasa, c'est mariées vierges. Et donc pour dire que le problème, il est là, il est entier, on ne doit pas l'éluder. Et donc, pour arriver à assurer beaucoup plus de prévention, il faut que nous puissions repositionner ce que nous appelons l'éducation sexuelle complète. OK? Parce qu'en fait, depuis 20 ans ici, nous sommes en train de faire des campagnes de sensibilisation contre le VIH/SIDA. Mais c'est des campagnes que nous prenons de manière isolée, juste avec 3 vocables, abstinence, fidélité, préservatif, qui est de même devenu un refrain où les gens parfois les citent sans trop bien s'imprégner, sans trop bien se mettre dans ce que ça veut dire. Et dans certaines circonstances, on se demande bien si certaines choses sont encore un peu d'actualité. Je vous dis par exemple qu'avant 15 ans, 20% des jeunes ont déjà fait un rapport sexuel. À 18 ans, c'est environ 80 à 90%. Et à l'entrée à l'université, c'est 92% de jeunes qui ont déjà fait un rapport sexuel. Alors que ce message-là, nous continuons à le dire à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Donc nous devons recadrer, réorienter par l'éducation sexuelle. Et quand nous disons éducation sexuelle, de quoi nous parlons? Nous parlons de cette manière-là d'apprendre les questions de sexualité aux jeunes en se basant sur des informations scientifiquement correctes qui tiennent compte de l'âge et qui intègrent la promotion de valeurs et qui soient culturellement pertinentes. Et donc, les jeunes ont droit à l'information sur le fonctionnement de leur corps. C'est tout à fait normal qu'un enfant à 10 ans, à 11 ans, 12 ans, sache comment fonctionne l'appareil génital de l'homme, comment fonctionne l'appareil génital des femmes. Ça fait partie des connaissances. Et cette information-là, cette éducation-là, fait également partie du droit des enfants. Nous avons signé, nous avons ratifié la Convention sur le droit des enfants. Le droit à l'éducation, le droit à la santé sont des droits reconnus aux enfants. Et donc, ils doivent avoir cette information pour qu'ils puissent d'abord grandir avec des connaissances scientifiques qui soient tout à fait correctes, mais progressivement, ils doivent comprendre comment ces appareils génitaux fonctionnent pour éventuellement arriver à se prévenir de choses désagréables et qu'ils pourront bien éviter s'ils étaient bien prévenus. Parce que c'est tout à fait aberrant aujourd'hui que nous puissions avoir des chiffres de jusqu'à près de 80%, parfois des filles qui ne savent même pas calculer les cycles menstruels à un certain âge. Mais docteur, puisque vous parlez de tout ça, apprendre, repositionner, montrer aux filles comment fonctionne l'appareil génital de l'homme et aux hommes comment ça fonctionne également. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est réveiller le chat qui dort? Puisqu'ils se diront que je sais comment ça se passe, pourquoi ne pas vivre normalement ma vie sexuelle? Oui, c'est cette tendance, on a toujours opposé à l'éducation sexuelle, c'est cette réflexion-là à laquelle vous faites allusion. Réveiller le chat qui dort. Le chat se réveille déjà, comme je vous ai dit, autour de 10 ans, 11 ans. C'est-à-dire que l'enfant, quand il a 8 ans, quand il a 6 ans, il ne pense pas à sexualité, que ce soit garçon, que ce soit les filles. Mais comme je l'ai dit pour me répéter, c'est un potentiel qui est déjà en lui. C'est à 11 ans, précocement d'ailleurs chez les filles ces derniers temps, et 12, 13, 14 ans pour les garçons, que les pulsions qui sont tout à fait normales, physiologiques, se réveillent. C'est comme s'il y a 2 yeux qui étaient fermés et à l'âge de la puberté, pouf, on se rend compte qu'on est fille, on commence à cacher ses seins, le fille qui jouait dehors à seins nus, qui jouait avec les poupées et tout ça.
deviennent un peu beaucoup plus propres, commencent à se rendre compte qu'on doit soigner le visage, les traits de visage et de tout ça. Et les garçons même commencent à se raser d'une certaine façon, cherchent à impressionner les filles. Ça, c'est des choses qui existent. Donc, on ne réveille rien. Mais il faut savoir accompagner les enfants lorsqu'ils sont en train de passer cette étape. Parce que le risque devient permanent. Ils seront tentés de découvrir. C'est en fait cette période-là qui vont les amener à vouloir découvrir. Et cette découverte-là, quand ça s'est fait mal, pendant que le cycle est dans la phase de la fécondité, le tout premier rapport sexuel peut entraîner une grossesse. Vous comprenez? Et c'est pour ça que nous disons l'éducation sexuelle. Moi, je fais une thèse de doctorat sur ça. Et j'ai l'expérience de nombreux pays. Et j'ai lu une abondante littérature. Il n'y en a pas une seule qui vous dit que lorsque vous faites de l'éducation sexuelle, vous allez amener les jeunes gens à la débauche. Au contraire, je trouvais de la littérature et des exemples qui montrent que lorsqu'on parle clairement et correctement avec les enfants de questions de sexualité, on a 4 bénéfices. 1, on amène le jeune à écarter les rumeurs et les informations qui sont non fondées et qui sont néfastes pour la santé. 2, on amène les enfants à pouvoir comprendre les risques et les dangers qui sont liés à la sexualité et de par là, ils vont bien se prendre plus ou moins en charge et assurer beaucoup plus de prévention dans ce qu'ils vont faire. Et 3, on améliore la communication entre le parent et les adultes. Vous comprenez? Et 4, enfin, on fait de la bonne prévention des IST-VIH et de grossesse précoce et qui pourrait arriver quand on n'est pas suffisamment informé. Je reviens à votre 3e point, puisque vous parlez des parents. Est-ce que vous pensez que lorsque l'enfant passe cette étape d'adolescence, les parents, parlant de la République démocratique du Congo, accompagnent leurs enfants? C'est toute la difficulté. Mais c'est une difficulté compréhensible, j'allais dire. Parce qu'au fait, les parents eux-mêmes n'ont pas été socialisés à cette démarche de pouvoir faire de l'éducation sexuelle. Il y a bien des parents qui veulent, mais n'ont pas les compétences pour pouvoir le faire. Parce que je dis, éducation sexuelle, il faut partir des données scientifiquement correctes. Il y a des parents qui n'ont pas des informations scientifiquement correctes, qui eux-mêmes n'ont pas appris comment fonctionne le corps. Et donc, parfois, ils ont des difficultés par rapport à ça. Et aussi, les considérations socio-culturelles qui amènent parfois certains parents à ne pas oser parler des questions de sexualité avec les enfants. Alors que quand, par exemple, un papa donne naissance à une fille, il est le premier à alerter toute la communauté et que j'ai une fille. Et il y a même des parents qui vont jusqu'au 12e enfant quand il n'a fait que des garçons pour rechercher une fille. Mais c'est pareil pour ceux qui ne font que des garçons. Des garçons, de filles pour ne chercher que des garçons. Des filles, voilà. Alors, maintenant, quand on arrive à l'âge où la fille commence à exprimer sa féminité, notamment par les cycles des règles et tout ça, le parent met, surtout le papa, il met une barrière entre elle et la fille. C'est des choses qui passent par la maman. Est-ce que ta fille, là, elle a commencé? Non. C'est là où je dis, nous devons finalement briser les tabous. Et nous devons aller vers nos filles. On doit comprendre que c'est normal qu'elles connaissent ces règles. C'est normal qu'elles puissent avoir besoin de serviettes hygiéniques. Et de la même façon qu'ils demandent l'argent du Minerval au papa, l'argent de cheveux ou je ne sais pas moi, l'argent pour le salon, elle doit apprendre aussi à demander l'argent des serviettes hygiéniques au papa. Et même avoir un accompagnement qui est très important. Et un accompagnement très important pour assurer, surtout lors de premières règles, lors de ménage. Parce que quand elle n'a pas été prévenue, tout d'un coup, c'est du sang qui sort et on ne sait pas trop c'est quoi. Il faut qu'à ce moment-là, qu'on en profite d'ailleurs pour enseigner toute la maison, et les garçons et les filles. Parce que ça s'est fait toujours souvent comme ça, c'est la fille est renvoyée chez sa mère, qui trouve à peine des mots pour l'expliquer. Et le jour où on amène une serviette hygiénique, c'est la cadette de 6 ans qui va vouloir chercher à savoir cette histoire-là, c'est quoi. Et on n'a pas de mots pour l'expliquer. Et donc voilà, c'est des opportunités comme ça qu'il faut saisir pour dire et aux garçons et aux filles que voilà, à un certain moment, les filles, dans tout ce qui se passe dans leur corps, vont commencer à connaître des petites blessures périodiques qui ne font pas mal, mais qui font couler le sang. Et on doit prévenir cette coulée de sang par de matières qui sont appropriées et qui sont propres
et qu'on appelle bande hygiénique. Quand on a donné une information comme ça, est-ce qu'on a péché contre quoi? Les garçons et les filles comprendront qu'il y a une histoire comme ça. Donc, le tout, c'est de la manière de le faire, transmettre l'opportunité surtout, mais malheureusement, on ne le fait pas. Alors, regardez qu'est-ce qui se passe. Les enfants passent combien de temps dehors? Entre 7h et 12h, ils sont à l'école, ils sont avec les amis. Quand ils rentrent, les parents peut-être ne sont pas là. Ils continuent la communication téléphonique avec les amis. Et puis, c'est le soir, à peine, le parent arrive, 1h, 2h, et c'est pour parler d'autre chose. Et pendant ce temps, à cet âge-là, il y a une masse d'informations que les garçons et les filles sont en train d'emmagasiner, venant soit de l'école, c'est bien, des amis, tout n'est pas toujours correct, de l'environnement, de médias, qui ne donnent toujours pas aussi des idées, des choses trop réalistes. Et aujourd'hui, il y a également les réseaux sociaux et Internet qui apportent aussi certaines choses qui doivent être gérées et surveillées pour la bonne maîtrise des informations des enfants. Docteur Ntsakala, est-ce que l'école, l'Église peut aborder cette question de sexualité avec les jeunes? L'éducation sexuelle est une responsabilité de plusieurs institutions, plusieurs milieux de vie. Ça doit commencer en famille. Ça doit se poursuivre à l'école. Ça doit se poursuivre dans le média. Et le milieu religieux doit relayer, la communauté, les centres de santé, et même certaines structures et associations de jeunes. Ce qui n'est pas fait dans notre pays. Parce qu'en fait, quand nous parlons d'éducation sexuelle, chacune de ces structures que j'ai énumérées doit apporter une partie. Et c'est le tout qui fera l'éducation complète. La famille, c'est dans le cadre de la formation générale. Là où on apprend comment se mettre à table, à bien manger, là où on apprend comment recevoir les visiteurs, là où on apprend comment ne pas insulter son frère, là où on apprend comment faire les lits. C'est là aussi on dit comment se comporter face à la sexualité, comment être propre, comment éviter ceci. À l'école, c'est un milieu qui est prédisposé aux apprentissages. Donc, les enfants sont là, ils suivent un cursus qui est bien programmé chez le nez, qui leur permet d'avoir des compétences sur la vie. Et les enseignants sont des personnes qui sont formées pour pouvoir apprendre aux enfants. Donc, c'est un cadre important et idéal qui doit avoir un bon cours d'éducation sexuelle. Les médias, vous savez, l'influence des médias sur la société. Donc ici, les normes sociales doivent être véhiculées. Les normes sociales doivent être véhiculées par les médias. C'est les médias qui fixent. Vous voyez aujourd'hui tout ce qu'il y a. Les médias, c'est plus aujourd'hui la musique, les théâtres, l'actualité politique, les prédications. Puisque vous parlez de la musique, du théâtre, les leaders d'opinion, quelle est leur place? Quelle est leur place exactement dans la santé sexuelle des jeunes? Est-ce que vous pensez qu'ils véhiculent vraiment le message qu'il se doit pour aider les jeunes à bien gérer leur sexualité? Tout à l'heure, quand je vous ai énuméré les différents milieux qui devaient faire l'éducation à la sexualité, vous avez dit que malheureusement, c'est ce qui ne se fait pas en RDC. Et donc, en RDC, jusque-là, l'éducation sexuelle, elle est très, très parcellaire. À peine en famille, les programmes de l'école n'est pas totalement structuré, à peine 2 ans dans les primaires, et peut-être 4 ans dans les secondaires, mais aussi des tranches d'âge de quelques heures. Et donc, le reste du temps, le milieu religieux ne le fait pas du tout, les associations moins encore. Le reste du temps, les jeunes sont exposés dans l'environnement ambiant. Et aujourd'hui, ce sont les médias beaucoup plus qui encadrent, qui régente la vie de la jeunesse. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un conflit de messages. À l'âge de la puberté, à l'âge où les jeunes sont jeunes, ils ont besoin de certains éléments socio-culturels autour d'eux qui accompagnent leur vie. C'est notamment la musique. Or, malheureusement, quand vous observez aujourd'hui, pratiquement tous nos artistes et musiciens ont des chansons ou des cris qui ramènent vers le terrain de la sexualité. Et ça influence d'une certaine façon la société, soit par le chanter, soit par les danser. OK? Donc, maintenant, soit par le chanter, soit par la manière de danser, ou soit par la danse. Vous voyez, les mouvements des danses actuellement sont plus autour de la sexualité. OK? Et ça, c'est un élément qui joue un contre-productif contre l'éducation sexuelle. Alors, ça c'est un élément,
Mais aussi, il y a l'environnement qui est celui-là, mais l'Église qui est, comment je dirais, parce que là vous avez posé une question, et l'Église qui est le cadre idéal où les jeunes vont aussi avoir un type d'enseignement pour la spiritualité. Et là aussi, on constate parfois que les jeunes ne reçoivent pas vraiment de l'éducation sexuelle comme ça devait se faire. Et même, il y a un paradoxe que nous avons observé, que nous sommes par exemple dans la ville de Kinshasa, une ville où on a beaucoup d'églises chrétiennes qui prônent les valeurs contre la sexualité, et aussi, nous avons beaucoup de tribus qui prônent les valeurs pro-virginité. Et nous sommes aussi dans une ville où nous avons fait beaucoup de campagnes de prévention, en tout cas depuis les années 90, mais le résultat est que nous avons une sexualité qui est très intense, multipartenaire et précoce. Et donc, il y a un problème là. Et c'est là où je dis, malheureusement, entre les trois étages, il y a cet environnement de la musique, de la société, du move, et même, vous voyez, l'habillement des filles. Et j'allais même dire qu'en dehors des chansons, il y a des séries télévisées. Toutes les chaînes pratiquement dans la ville ont des séries télévisées, et ces séries évoquent l'amour. Et donc, pour une fille, par exemple, de 10 ans, 15 ans, qui voit régulièrement un baiser à travers la télé, un baiser avec les un jour va facilement essayer parce qu'il trouve que c'est quelque chose qui n'est pas nocif. Et d'autant plus d'ailleurs que personne n'a expliqué pourquoi on les fait et comment ça s'est fait, et tout le monde se retient. Ce que les parents font tout simplement, c'est soit qu'ils disent, ils chassent les enfants, allez vous coucher, et eux ils restent, ou encore quelqu'un va carrément éteindre la télé, et puis tout ça. Mais pendant ces temps, ils ont vu, et ils partent avec des idées. Et puis ils se disent, vous savez, la loi de l'interdit, ce qui est interdit, peut-être que c'est bon. Donc on va toujours chercher à essayer une fois. Docteur Gavin Sekala, on va chuter bientôt. Il ne reste plus que quelques minutes avant de se dire au revoir. Mais vous avez défendu une thèse il y a quelques mois, je peux le dire. Et cette thèse parlait exactement de la sexualité des jeunes, les grossesses précoces, les IST également et le VIH-Sida. Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Quelles sont les suggestions, au fait, que vous avez fait pour essayer d'aider les jeunes actuellement? Merci Madame Bazou. Bon, ma thèse, je crois, pourra faire l'objet de toute une émission, mais en bref, je voulais dire ceci. Les questions de sexualité des jeunes, autrefois, n'ont jamais intéressé le professionnel de santé, notamment les médecins de santé publique. Mais à partir du moment où nous sommes arrivés à faire une relation de cause à effet entre sexualité et grossesse et ses conséquences, entre sexualité et IST-VIH, et que les conséquences liées à la santé de reproduction de manière générale et au VIH sont beaucoup plus dramatiques les jeunes, nous avons réfléchi comment améliorer cette communication-là avec les jeunes pour faire cette double prévention à la fois. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, nos campagnes de sensibilisation autrefois ne visaient que les sida. Et on ne parlait pas de grossesse. Et aussi, quand vous observez aujourd'hui, c'est pratiquement dans toutes les familles qu'il y a une fille qui a été engrossée simplement parce qu'elle était, entre guillemets, distraite ou par accident, comme on dit. Et moi, je vais demander même à tout le monde de faire un petit exercice, de compter sur leur avenir du numéro 1 jusqu'au numéro 50, de compter le nombre de filles qui ont été engrossées sans être mariées par accident ou par incident. Donc, vous allez comprendre que la question, c'est une question qui valait la peine d'être approfondie. Et je menais une recherche là-dessus pour comprendre d'abord qu'est-ce qui se passe réellement, comment le pays réagit face à ce genre de problèmes, quelles sont les perceptions même de jeunes par rapport à cette sexualité. Et je puis aller en profondeur pour comprendre quelles sont les vraies préoccupations des jeunes liées à la sexualité. Et j'ai proposé des mesures, notamment une éducation sexuelle que j'ai appelée éducation sexuelle participative, c'est-à-dire qu'il faut donner aux jeunes l'occasion de nous poser des questions de ce qu'ils veulent savoir pour que nous leur apportons des solutions et ensemble nous puissions construire leur avenir, leur éducation, au lieu que ce soit nous les adultes qui décidions de ce que nous voulons dire aux enfants alors qu'eux-mêmes
connaissent déjà certaines choses par certaines voies qui sont détournées. Donc voilà à peu près ce qui a fait l'objet. Professeur Gabi Ntsakala, j'espère que votre thèse fera l'objet d'une prochaine émission sur ce plateau de Check-up. Nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur et expert en matière de communication et de la promotion de la santé. Merci de votre disponibilité. Merci Madame Patricia Pazou, merci à Biwan pour cet honneur que me faites pour cette première apparition en qualité de professeur. Et dans 1001 questions santé, mesdames et messieurs, comment calcule-t-on ces règles? Pour calculer la durée de votre cycle, vous devez compter le nombre des jours à partir du premier jour des règles jusqu'au dernier jour du cycle, c'est-à-dire jusqu'au jour précédent, le premier jour des règles suivantes. La durée moyenne est de 28 jours, mais il est variable d'une femme à l'autre et chez certaines femmes, il peut être très court ou très long. Aidez-vous d'un calendrier, celui que vous utilisez le plus souvent et que vous avez l'habitude d'amener. Notez chaque jour des règles par un signe que vous choisissez, une croix, un tiret, une couleur. À partir de ces signes, vous pourrez compter le nombre des jours de votre calendrier sur lesquels vous avez marqué vos jours des règles. L'ovulation a lieu juste avant ces 14 jours. Par exemple, si les derniers jours de votre cycle est les 18 du mois, votre ovulation a eu lieu le 4 de ce même mois. L'ovulation et les 48 heures qui précèdent représentent les moments de fertilité du cycle menstruel. Chaque mois des jours de ces règles permettent de se rendre compte suffisamment tôt d'une irrégularité ou d'une absence des règles. Si vous avez un retard de règles, des irrégularités inhabituelles ou encore des saignements en dehors des règles, consultez votre médecin ou votre gynécologue. C'est la fin de ce numéro de Check-up. On se retrouve très prochainement, toujours sur Biwan Télévision. Island Africa Talent, c'est l'événement incontournable de la rentrée. Le plus grand casting d'Afrique. 12 pays en compétition. Des milliers de candidats réunis autour d'un même rêve, être le meilleur chanteur. Je vais gagner, ça c'est sûr. Jump, 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 jump. Pendant 7 semaines, vous allez vivre au rythme des auditions qui révéleront les stars africaines de demain. Retrouvez les auditions d'Island Africa Talent